Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer une étude de cas de classification en leucémie à partir de données transcriptomiques. Dans la première partie de ce cours, nous avons vu comment préparer les données, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec les données omiques et comment on peut surmonter ces problèmes-là. Et dans cette deuxième partie du cours, nous allons voir comment entraîner les différents classificateurs de machine learning pour faire une classification efficace des types histologiques de leucémie. Nous allons apprendre à entraîner 5 classificateurs, 2 classificateurs linéaires et 3 classificateurs non linéaires. Je rappelle notre cas d'étude, c'est un dataset de leucémie c'est une base qui vient d'une base de données publique, NCBI-GEO. Et l'objectif de cette étude, c'est de pouvoir prédire à partir de données transcriptomiques quel est le type de leucémie pour chaque échantillon entre 3 types. Donc les 3 types que nous avons, c'est CLL, ALL et AML. Donc chronic lymphocytic leukemia, acute lymphoblastic leukemia et acute myeloid leukemia. Dans le cas réel de leucémie, en réalité, il existe beaucoup plus de types de leucémie, mais ici, pour étudier, j'ai réduit le nombre de cas possibles à 3, parce que l'objectif de notre étude, c'est pas tellement d'apprendre ce cancer, mais plutôt d'apprendre comment entraîner des algorithmes en machine learning. Donc, on utilise les données transcriptomiques qui sont mesurées avec une technologie microarrays. Et au total, nous avons 1740 échantillons et 21 875 gènes. Donc, on a le transcriptome total. Et nous avons donc 3 étiquettes pour chaque, les échantillons peuvent être classés en fonction de 3 étiquettes, CLL, ALL ou AML. Dans la première partie de notre cours, nous avons déjà discuté des différents problèmes avec les données omiques et on en a déduit quel serait le meilleur pipeline pour la préparation de données. Donc ici, je ne vais pas répéter toutes ces considérations-là, je vais juste faire une sorte de résumé sur les étapes dans le pipeline qui sont vraiment importantes. Et si vous voulez avoir plus de précision, regardez s'il vous plaît la première partie du cours. Donc la première chose que nous avons fait, nous avons séparé notre dataset total, où on avait 1740 échantillons, en 2 parties. Plus particulièrement, nous avons laissé de côté 100 échantillons qui représentent en fait les nouveaux patients qu'on imagine qui vont arriver et qu'on devra pouvoir diagnostiquer avec nos classificateurs. Et du coup, les échantillons restants, 1640, on les garde dans notre dataset d'entraînement pour pouvoir créer les classificateurs, les entraîner, les valider, les ajuster. La deuxième étape qu'on a fait, en fait, on a fait une sélection de variables en utilisant une approche par variance. Et on a réduit le nombre de gènes jusqu'à 546 gènes utiles. Et les autres, on regarde pas. La troisième partie de notre pipeline, c'est la cross-validation. Donc, pour faire une cross-validation, on a pris le dataset d'entraînement en 1640 échantillons et encore une fois, on a séparé ce dataset en plusieurs parties. Donc là, ce qui est montré, c'est 3 parties. 2 tiers, on réserve à chaque fois pour l'entraînement et 1 tiers pour le test. Et on répète ça en 3 itérations en faisant des permutations entre les parties de dataset. L'étape finale, c'est la normalisation de données. Donc, puisqu'on est en cross-validation, cette étape, elle est faite pour chaque itération. Donc, pour chaque tir en cross-validation, on va mesurer la moyenne et l'écart type sur les données sur le dataset d'entraînement, donc ce qui est mu, la moyenne et sigma écart type. Et ensuite, on va transformer toutes les données en appliquant l'expression moyenne divisée par l'écart type mesurée dans le dataset d'entraînement uniquement. Donc, on va appliquer ça pour le dataset d'entraînement, mais aussi pour le dataset de test avec mu et sigma mesuré bien dans le dataset d'entraînement. Dans la procédure de cross-validation, dans chaque itération, on va faire la normalisation de données séparément. Une fois nous avons fait toutes ces étapes-là, maintenant nous pouvons enfin entraîner des classificateurs sur les données normalisées. Donc ce qu'on va faire, c'est
pour chaque itération de la cross-validation, on entraîne un classificateur sur le dataset d'entraînement, donc sur cette partie-là, et on teste sur la partie de test. Commençons par le premier classificateur, qui est pour nous la régression logistique. C'est un classificateur linéaire. Je ne vais pas réexpliquer en détail ce que c'est la régression logistique. Vous avez des vidéos qui sont dédiées à chacun des classificateurs si vous voulez plus de détails, donc je vous invite à regarder ces vidéos-là. Mais ici, je vais juste rappeler le principe fondamental pour chaque classificateur. Donc la régression logistique, elle est dédiée à des cas de classification quand on veut séparer les échantillons de deux groupes. On peut travailler uniquement avec deux groupes. Par exemple, dans notre cas, ça peut être est-ce que l'échantillon est de type AML ou un autre type de leucémie. Comment ça fonctionne? L'idée de ce classificateur est d'ajuster une courbe d'une forme particulière aux données que nous avons dans le dataset d'entraînement. Donc la courbe, elle s'appelle la fonction logistique, ou encore parfois on appelle la courbe en forme S, et ou parfois on appelle aussi la fonction sigmoïde. Cette fonction logistique ou sigmoïde, elle a une forme mathématique analytique, et en ajustant les paramètres, on peut placer la courbe sur les données d'une façon optimisée. C'est-à-dire que optimiser, ça veut dire en réduisant les résidus avec les échantillons individuels. Une fois on a entraîné la courbe, on peut faire des prédictions avec cette courbe-là. Par exemple, si on prend un nouvel échantillon, celui-ci, et imaginons que pour cet échantillon, l'expression mesurée de gènes est assez élevée, elle se trouve à peu près là. Dans ce cas-là, on peut projeter en fait l'expression sur la courbe, et la courbe va nous mesurer la probabilité pour cet échantillon d'être l'échantillon AML. Dans ce cas-là, on a 80% de probabilité pour que l'échantillon soit AML. Si la probabilité est plus importante que 50%, alors en ce moment-là, on va dire que l'échantillon est bien AML, on va classer en tant qu'AML, sinon on classe comme un autre échantillon. Regardons maintenant comment on peut coder un classificateur. Dans ce cas-là, c'est la régression logistique. Moi, j'utilise personnellement le langage de programmation Python avec un framework très célèbre qui s'appelle scikit-learn, qui est dédié à tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning. Mais vous pouvez très bien faire le code avec d'autres langages de programmation, notamment avec le langage R, Java, JavaScript ou d'autres langages si vous les connaissez bien. Parce que à l'heure actuelle, la majorité des langages de programmation comprennent aussi des modules pour l'intelligence artificielle. La première étape pour coder un classificateur, on doit d'abord le créer. Dans ce cas-là, ça va être une régression logistique et on doit indiquer un certain nombre de paramètres, notamment dans scikit-learn. On doit indiquer si on utilise des classes multiples. C'est notre cas. Nous n'avons pas uniquement deux catégories, mais bien trois catégories. C'est-à-dire que nous avons AML, ALL et CLL. Alors que la régression logistique simple, elle est faite pour uniquement deux classes. Quand le nombre de classes est plus grand que deux, on doit utiliser une variante de la régression logistique et indiquer que nous avons des classes multiples. Ce paramètre-là, penalty, c'est le paramètre qui dit est-ce qu'on veut utiliser une pénalisation ou une régularisation. Dans ce cas-là, je ne veux pas utiliser de régularisation. Il faut l'indiquer clairement parce que des régularisations sont utilisées très souvent dans des classificateurs à tel point que le framework scikit-learn, il met par défaut une pénalisation quasiment dans tous les classificateurs qui existent et du coup, si on ne veut pas de régularisation, on doit l'indiquer clairement. Et finalement, ici, on indique quelle méthode on voudrait utiliser pour trouver la solution optimale dans la régression logistique et on va utiliser la méthode de Newton classique. Une fois on a défini quel classificateur on veut utiliser, on doit entraîner le classificateur. Pour cela, on utilise la méthode qui s'appelle fit et on fait donc l'ajustement du classificateur en utilisant les données. Les données c'est la matrice X, j'ai noté comme ça, la matrice X du dataset d'entraînement normalisé, et on donne également les étiquettes qui accompagnent en fait nos données. Les Y
dans le dataset d'entraînement, ça veut dire les étiquettes AML, ALL, CLL pour le dataset d'entraînement. Quand notre classificateur il est bien entraîné, il nous permet de faire des prédictions. Donc on peut faire des prédictions avec la méthode Predict sur le dataset de test, toujours normalisé. Et au retour, donc, on va obtenir les étiquettes prédites pour ce dataset de test. Et l'étape finale, on peut comparer les étiquettes prédites avec les étiquettes réelles sur le dataset de test et calculer la précision de notre prédiction. Donc vous voyez, finalement, pour entraîner un classificateur, il nous faut 1, 2, 3, 4 lignes. Et l'avantage d'avoir un framework, c'est que tous les classificateurs, quels qu'ils soient dans scikit-learn, ils possèdent les mêmes méthodes, donc la méthode fit, la méthode predict, qu'on peut utiliser de la même manière exactement. Donc par exemple, si dans notre code on ne veut pas utiliser la régression logistique, mais pour une autre fois on voudrait utiliser un autre classificateur, par exemple un réseau de neurones, on doit changer uniquement une seule ligne, celle-là. Donc on va remplacer la régression logistique par un réseau de neurones. Toutes les autres lignes vont rester exactement les mêmes, on n'a pas besoin de modifier le code. Donc ça c'est bien pratique et ça évite les erreurs. Maintenant, regardons le résultat. Une fois on a entraîné notre régression logistique, comment lire le résultat? Le résultat va être présenté en termes de précision pour différents datasets. Donc ici, on a le dataset d'entraînement qui correspond en fait au dataset d'entraînement dans la cross-validation. Il faut bien faire attention. Donc en fait, ce n'est pas une valeur, mais la moyenne de toutes les valeurs de précision calculées sur les différents datasets d'entraînement. Sur cette figure-là, on en a 3. Donc une fois on calcule, 2 fois on calcule, et puis 3e fois on calcule. Il se trouve que dans ce cas-là, on a obtenu pour les 3 fois, on a obtenu la précision à 100%. Donc du coup, la moyenne est à 100% et on n'a pas de barre d'erreur. Le dataset de test correspond à ces 3 tests en cross-validation. Donc ce qui est affiché, c'est la valeur moyenne de précision obtenue pour le dataset de test. Ici, on a 98,6%. Mais dans chaque tir au fait de cross-validation, on obtient le chiffre qui est un peu différent. Donc du coup, ça c'est la moyenne et on a une barre d'erreur. Et finalement, pour calculer le verdict final, qu'est-ce qu'on obtient dans le dataset leave out, on réentraîne le classificateur sur l'ensemble des échantillons dans le dataset d'entraînement total. Donc on oublie au fait la cross-validation et on refait l'entraînement sur le dataset total, et après on fait la prédiction sur les 100 échantillons restants, les 100 échantillons qui représentent les nouveaux patients. Dans le dataset leave out, nous avons donc fait une prédiction correcte dans 98% d'échantillons, 98% de patients, et on a fait une erreur sur 2 échantillons. Il peut être intéressant de regarder sur quel échantillon exactement on s'est trompé. Donc j'ai utilisé une méthode ACP pour visualiser les données pour le dataset leave out, et on peut voir en fait la distribution des échantillons. On peut voir qu'on s'est trompé en fait sur ces 2 échantillons. Ici, cet échantillon-là, il est en réalité échantillon ALL, alors que l'algorithme pense que c'est l'AML. Et cet échantillon-là, c'est l'inverse, c'est un échantillon AML, alors que l'algorithme pense que c'est l'ALL. Voilà, donc on peut comprendre qu'il peut y avoir un peu de confusion à la frontière de 2 groupes ici. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Maintenant, passons à un autre classificateur aussi très utilisé, qui est la méthode SVM, la machine à vecteur de support. Je vais rappeler très brièvement le principe de ce classificateur. Ce classificateur est un classificateur linéaire et il cherche à séparer les groupes d'échantillons par une ligne droite. Donc il dessine une frontière, et pour placer la frontière, en fait, il mesure la distance entre la ligne droite, enfin la frontière possible, et les quelques premiers échantillons les plus proches de la frontière. Il mesure au fait la marge entre ces quelques échantillons et la frontière.
Ensuite, elle optimise la position de la ligne droite de telle manière pour que cette marge soit maximale. Les échantillons avec lesquels la marge est mesurée s'appellent les vecteurs de support, d'où le nom du classificateur. Et du coup, une fois la frontière est définie, après c'est simple pour faire des prédictions. Par exemple, si on a un nouvel échantillon qui est placé là, et on va regarder de quel côté de la frontière est placé l'échantillon et on peut en déduire alors à quelle classe il appartient. Donc dans ce cas-là, il va appartenir à la classe AML. Donc on a entraîné le classificateur SVM avec le code Python, comme tout à l'heure pour la régression logistique, et voici le résultat qu'on obtient pour cette méthode-là. Donc la prédiction pour le dataset d'entraînement, on est toujours à 100% dans tous les cas. Pour le dataset de test, on obtient 98,5%, et pour le leave out, on obtient le même score, donc 98%, c'est-à-dire que on se trompe encore sur deux échantillons. Regardons maintenant sur quels sont ces échantillons-là, et on voit que ces échantillons, c'est exactement les mêmes que pour la régression logistique. Donc les deux méthodes donnent globalement exactement le même résultat. Maintenant, passons à des prédicteurs non linéaires, et on va utiliser des variantes une variante de la méthode SVM non linéaire. Pour rendre la méthode non linéaire, en fait, on va utiliser une astuce qui s'appelle astuce du noyau, ou en anglais kernel trick. Elle permet en fait cette astuce de courber un tout petit peu la frontière. Et la forme de la frontière peut être selon des formes un peu différentes. Par exemple, on peut faire une forme en S, on peut faire une forme un peu plus ronde, etc. Et pour courber en fait la frontière, on utilise un noyau. Donc il existe plusieurs noyaux qui permettent d'obtenir telle ou telle forme et plus ou moins courbée. Donc dans ce cas-là, on va utiliser le noyau qui s'appelle RBF, donc Radial Basis Function, et qui permet en fait de courber un tout petit peu la frontière en forme concentrique un peu arrondie. Il existe d'autres noyaux possibles, donc le noyau sigmoïde, on peut aussi utiliser les polynômes, donc il y a plusieurs possibilités pour faire la frontière courbe, mais le noyau RBF il est peut-être le plus utilisé, en tout cas il est très très utilisé. On va juste faire cet exemple-là. Donc, une fois on est avec un classificateur non linéaire, souvent on doit décider et ajouter d'autres paramètres qu'on appelle les hyperparamètres. Donc, dans ce cas-là, on doit fixer deux paramètres. Le paramètre C qui représente le degré de régularisation. Donc, il répond à la question à quel degré le modèle qu'on veut obtenir, le résultat qu'on veut obtenir doit être lisse. Notre modèle, est-ce qu'on le lise beaucoup ou pas? Donc ça, c'est en fonction du paramètre qu'on met, ça va être plus ou moins fort. Et le paramètre Y qui définit le degré de non-linéarité. Est-ce qu'on courbe très fortement la frontière ou juste légèrement? Et donc ce paramètre-là, il va décider. Sauf que on ne sait pas exactement quel chiffre on doit mettre pour ces paramètres-là. Donc pour décider les chiffres exacts, il faut qu'on fasse des tests. Et l'approche assez classique pour faire ça, quand c'est possible, c'est faire ce qu'on appelle une approche en grid search ou recherche sur grille en français, qui consiste à faire juste des différents tests pour un certain nombre de paramètres. On choisit par exemple pour le paramètre C de tester les différents paramètres de 1 à 10 et pour le paramètre Y aussi de tester quelques valeurs. Et puis pour chaque couple de paramètres, on estime la précision avec l'entraînement du classificateur. Donc ici, à chaque fois, on a la valeur moyenne de précision issue des cross-validations. Donc on voit qu'il y a certains paramètres, surtout en Y, qui donnent des valeurs de précision très très faibles. C'est des Y assez élevés, ça veut dire qu'on courbe très fortement la frontière et ça convient visiblement pas. Notre cas d'étude, en fait,
La nature de données est assez linéaire, donc il ne faut pas qu'on courbe très fortement la frontière, sinon on obtient de mauvais résultats. Et pour ces valeurs-là, on obtient des taux de précision tout à fait intéressants, 98% et plus, mais le maximum se trouve à peu près ici. Donc pour le paramètre Y, on va utiliser cette valeur-là, et pour le paramètre C, en fait, plusieurs valeurs sont possibles, mais j'ai choisi la valeur 6 parce qu'elle se trouve au milieu. Donc maintenant, on peut définir notre classificateur et entraîner le modèle comme ceci. Le résultat qu'on obtient avec la méthode SVM en noyau RBF, donc il est présenté là. Vous voyez la précision pour les différents datasets. Pour le dataset d'entraînement, on est toujours à 100%. Pour le test, on est à 98,9%. Et par contre, il y a un changement pour le dataset leave out. Cette fois-ci, on gagne un point en échantillon. Et si on regarde où est-ce qu'il se place cet échantillon, on fait l'erreur, on voit que c'est le même que dans les classificateurs précédents. On se trompe plus sur l'échantillon ici. Par contre, celui-ci, on garde l'erreur pour cet échantillon. Passons maintenant en deuxième classificateur non linéaire, qui a complètement une autre approche. Donc, c'est le classificateur qui s'appelle Random Forest. En français, on dirait une forêt aléatoire. Et donc, l'idée de ce classificateur est d'entraîner un certain nombre d'arbres de décision. Donc, une forêt, elle est constituée d'arbres. La situation la plus simple d'une forêt, c'est avoir un seul arbre de décision dedans. Comment ça marche? En fait, un arbre de décision, c'est un graphe qui permet de prendre des décisions. Par exemple, si on a un échantillon, l'arbre de décision nous dit prenez le premier paramètre, par exemple le gène numéro 1, et comparez avec un seuil, par exemple 0,8. Si la valeur d'expression de ce gène-là est inférieure au seuil, alors regardez le gène numéro 2 et comparez avec un autre seuil. Si toujours la valeur de l'expression du gène 2 est inférieure au seuil, alors classez l'échantillon en CLL. Sinon, classez-le en ALL. Si la valeur d'expression du premier gène était supérieure au seuil, alors considérez un autre gène 3 par exemple, par rapport à un autre seuil, et comme ceci, on peut classer soit en ALL, soit en AML. La méthode Random Forest, en fait, cette forêt aléatoire, elle est constituée habituellement d'un grand nombre d'arbres de décision, et pour sortir le résultat final, pour classer en fait l'échantillon, il y a un vote entre les différents arbres de décision, parce que chaque arbre va donner son avis, et tous ces avis sont comparés, et c'est la majorité qui gagne. Finalement, Random Forest, c'est une méthode très démocratique. Pourquoi Random Forest s'appelle forêt aléatoire? Qu'est-ce qu'il y a d'aléatoire? La forêt va contenir des arbres et chaque arbre va être entraîné avec un sous-ensemble d'échantillons qui est tiré au hasard. C'est pour ça qu'il y a le mot random dans le nom. Cette façon de faire, le fait que ça soit tiré au hasard, permet de stabiliser très fortement le modèle. Et en général, les modèles qui sont entraînés avec Random Forest sont très très robustes. Donc ça, c'est l'avantage de la méthode, notamment par rapport à des arbres de décision simples. Essayons alors d'entraîner un arbre de décision vraiment basique. Pour l'instant, on fait pas une forêt, on fait juste un seul arbre. Et l'arbre qui n'est pas très profond, on va faire juste deux passages avant la décision finale. Par exemple, si on prend le premier échantillon, un échantillon quelconque, ce qu'il propose en fait ce modèle, c'est classer n'importe quel échantillon en tant qu'ALL. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, la classe ALL, elle est la plus nombreuse. L'effectif est le plus important. Il y a 43% d'échantillons ALL dans notre dataset. Donc d'office, il classe n'importe quel échantillon au début de la procédure en ALL. Et ensuite, il nous conseille de comparer le niveau d'expression du gène CLNK avec ce seuil-là, moins 0,15. Vous voyez, le seuil est négatif parce qu'on travaille avec des valeurs normalisées. Pour les valeurs normalisées, on peut avoir des valeurs négatives. Si jamais
le niveau d'expression de ce gène-là est inférieur au seuil, alors on continue à considérer que l'échantillon est toujours ALL. Et la probabilité que l'échantillon soit ALL a augmenté à cette étape-là, et il est à 58%. Là, il nous dit, maintenant, considérez le niveau d'expression pour le gène BASH2. Est-ce que le niveau d'expression est inférieur à ce seuil-là ou supérieur? Si il est inférieur, on passe ici, on reclasse l'échantillon en AML avec la probabilité à 76%. Sinon, on garde la classe ALL et par contre la probabilité a fortement augmenté jusqu'à 87%. Dans l'autre branche, en fait, on reclasse assez rapidement en CLL, puis on considère le gène MSRB3 et soit on garde le classement en CLL, soit on reclasse en AML. Voilà comment ça marche. Rien qu'avec cette considération et les calculs très simples qu'on peut faire vraiment avec une calculette, on obtient la précision à 85%. Donc c'est une précision qui est relativement élevée, mais bon, pour nous, elle n'est pas suffisante parce qu'on sait que les méthodes alternatives permettent de classer, de diagnostiquer les échantillons jusqu'à 95%. Donc c'est bien si on dépasse en fait 95% avec le transcriptome. Sinon, c'est pas intéressant du tout à entraîner des classificateurs. Essayons de faire une forêt simple avec 3 arbres seulement. Voici 3 arbres, donc on peut regarder en fait qu'est-ce qui se passe exactement dans chacun des arbres et quels gènes sont proposés comme les gènes prédicteurs. Donc ça peut être intéressant aussi de voir quels sont les prédicteurs les plus importants qui sortent de Random Forest. Ici, avec une forêt qui contient seulement 3 arbres, on peut monter jusqu'à 93% de précision, c'est toujours pas suffisant, donc il nous faut continuer et peut-être augmenter le nombre d'arbres dans notre forêt et probablement la profondeur dans chaque arbre aussi. Donc je vous propose d'entraîner un classificateur avec 50 arbres, avec chacun la profondeur égale à 8. Si on fait ça, on obtient ce résultat-là. Dans le dataset d'entraînement, on est quasiment à 100%, 99,9%. Dans le dataset, on est à 98,4%. Et le verdict final prédit correctement pour quasiment la totalité des échantillons, mais sur un échantillon, on se trompe, comme pour le classificateur précédent. Alors, quel échantillon? Est-ce que c'est le même? Eh ben, ici, non, c'est un autre. Parce que l'approche de ce classificateur est vraiment différente. Donc du coup, c'est un autre échantillon qui est mal prédit, alors que l'échantillon de tout à l'heure est prédit correctement. La sensibilité de ce classificateur est différente. Finalement, passons au dernier classificateur, et là, on va considérer un réseau de neurones simple. On peut l'entraîner et voir comment ça fonctionne. Au tout début, j'aimerais bien juste expliquer l'idée générale d'un réseau de neurones. Si vous voulez avoir plus de détails, regardez le cours du MIT sur l'introduction à Deep Learning, qui est un cours excellent. Je vais utiliser quelques slides de ce cours-là pour rapidement rappeler ce que c'est un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, il est constitué de neurones artificiels qui sont interconnectés, et un neurone artificiel, il est appelé en fait un perceptron. Le concept de perceptron est assez simple et il ressemble beaucoup à la régression logistique finalement. Ici, les x, x1, x2, x3, xm représentent en fait les niveaux d'expression pour le gène 1, 2, m, plus l'intercept. Et en première étape, on fait juste la somme pondérée de ces valeurs d'expression. Ici, donc, on obtient la somme, c'est une seule valeur. Il y a encore une étape de passage de fonction d'activation. Donc, on transforme la valeur de la somme par une fonction d'activation. Par exemple, ça peut être une fonction sigmoïde, qu'on connaît bien avec la régression logistique, et qui permet d'exprimer en fait une probabilité. Une fois on a appliqué cette transformation, on obtient la probabilité comme le résultat final. Par exemple, la probabilité d'être un échantillon AML. Si on utilise la fonction d'activation sigmoïde, comme ceci,
on obtient exactement la régression logistique. Vraiment, au niveau mathématique, c'est exactement la même formule et exactement le même problème. Mais dans le cas du perceptron, on peut éventuellement utiliser une autre fonction d'activation, pas forcément la fonction sigmoïde, par exemple la fonction relue ou tangente ou d'autres fonctions. Et on peut en quelque sorte dire que c'est le perceptron, c'est un peu comme une généralisation de la régression logistique. On voudrait créer un réseau de neurones avec ces building blocks qui sont les perceptrons. On doit mettre les perceptrons en communication. Comment on peut le faire? Donc cette image-là représente un seul perceptron en sa forme simplifiée. Ici, on a toujours la somme des niveaux d'expression et puis on applique la fonction d'activation G sur la somme pour obtenir, par exemple, une estimation de probabilité d'être un échantillon AML. Ce qu'on peut faire pour complexifier ce modèle-là, c'est ajouter un deuxième output. Cette représentation-là, elle correspond à deux régressions logistiques entraînées séparément. Par exemple, cette sortie-là peut correspondre à la probabilité d'être un échantillon AML et celle-là peut être la probabilité que l'échantillon soit ALL. Pour l'instant, les sorties ne sont pas croisées, donc elles sont indépendantes. Et ça correspond exactement à la situation où on a une régression logistique avec plusieurs catégories. C'est toujours un modèle linéaire. Pour l'instant, on ne peut pas encore entraîner un modèle non linéaire. On peut maintenant complexifier encore et du coup croiser les sorties et à ce moment-là, il est possible d'entraîner les modèles non linéaires. Dans la terminologie des réseaux de neurones, il y a des couches internes qui s'appellent les couches cachées, hidden layers. On peut mettre autant de nœuds dans ces couches cachées qu'on veut et aussi on peut multiplier le nombre de couches cachées. Le nombre de nœuds dans chaque couche peut être différent. Donc, par exemple, ici, on peut avoir 4 nœuds et ici, il n'y a que 2, etc. On peut moduler comme on le souhaite. Comment on peut entraîner un réseau de neurones avec le code Python? En fait, pareil que n'importe quel classificateur, il suffit de remplacer la ligne du classificateur. Ici, on choisit un réseau de neurones. MLP, c'est Multi-Layer Perceptron. C'est un type de réseau de neurones, le réseau de neurones très simple et basique, comme je vous ai montré. Il existe beaucoup d'autres architectures possibles de réseaux de neurones qui sont dédiées à différentes classes de problèmes, notamment pour faire une classification des images. On utilise des réseaux de neurones en convolution, souvent. Donc ici, pour entraîner un réseau de neurones, il suffit de modifier une seule ligne. Et après, toutes les autres lignes, on garde comme c'était dans les exemples précédents pour tous les autres classificateurs. Chaque classificateur peut avoir ses propres paramètres. Notamment ici, on va utiliser une technique qui s'appelle early stopping. C'est une technique qui permet de combattre le surapprentissage. Une technique très performante, mais qui s'applique uniquement à des réseaux de neurones. Le paramètre alpha, c'est encore un paramètre pour la régularisation. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est hidden layer sizes. Donc ça définit vraiment l'architecture de notre réseau de neurones. Ici, on a choisi de prendre 4 couches cachées et dans chaque couche, nous allons avoir 100 nœuds. Entraînons maintenant ce réseau, on va regarder ce que ça veut donner comme résultat. Eh bien, voici notre résultat. Il est très similaire au fait à d'autres classificateurs. La prédiction qu'on a ici dans le dataset d'entraînement, il est à 99,3%. Dans le dataset de test, on obtient 98,5%. Et finalement, dans notre dernier dataset Leave Out, on obtient toujours 99%, c'est-à-dire qu'on se trompe sur un échantillon quelque part. Et cet échantillon-là, il est placé ici. Donc, on a, pour l'erreur, on a exactement le résultat, le même qui est donné par la méthode SVM en noyau, RBF. Maintenant, on peut un peu comparer, en fait, les résultats et finalement, est-ce qu'on peut choisir un classificateur versus tous les autres? Dans cette étude simple, nous avons utilisé une seule métrique qui est la précision
de notre modèle pour comparer les différents modèles. Par contre, quand on fait une vraie étude, cette métrique seule ne suffit pas. Habituellement, on calcule aussi d'autres métriques, par exemple la sensitivité et la spécificité. On calcule par exemple le FDR, False Discovery Rate, le score F1, et aussi la pratique courante, c'est comparer les différents modèles avec les courbes ROC. Mais pour notre objectif, pour cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la précision et on va essayer d'interpréter déjà cette métrique-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Si on compare les différents modèles, linéaires et non linéaires, on peut voir que globalement, ça donne tous ces modèles-là donnent à peu près le même taux de précision et à peu près les mêmes résultats. Donc ce résultat qui est tout à fait bien dans notre cas parce qu'on cherchait à avoir les taux de précision supérieurs à 95% et c'est le cas pour tous les modèles. Donc tous ces modèles-là sont intéressants. Maintenant, est-ce qu'on peut sélectionner un modèle versus un autre? Qu'est-ce qu'on peut voir? La première chose qu'on peut regarder, c'est le score dans le dataset de test. On voit que le score partout, il est entre 98 et 99%. Donc on peut en déduire qu'au fait, le résultat, la différence de résultat qu'on obtient dans le dataset leave out, elle n'est pas tout à fait significative. Elle dépend vraiment, on avait un peu plus de chance ici, dans les modèles non linéaires, et un peu moins de chance ici. Par contre, si on augmente le nombre d'échantillons dans le dataset leave out, on va converger à peu près vers le même score qui va être intermédiaire entre les deux. Donc là-dessus, on peut pas vraiment choisir. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans plusieurs modèles, le taux de précision dans le dataset d'entraînement, il est à 100%. Vous voyez ici, ici et ici. Alors que pour le test, le score il est beaucoup plus bas. Donc ça, c'est pas une très bonne situation. Ça veut dire qu'on est un tout petit peu en surapprentissage. On a le pattern de surapprentissage. Et le meilleur modèle aurait proposé les scores les plus proches possibles. Donc dans notre cas, c'est le cas du réseau de neurones. On a les scores qui sont les plus rapprochés entre le dataset d'entraînement et le dataset de test. Donc dans ce cas-là, on peut espérer que le modèle soit le plus robuste possible comparé aux autres. Donc si c'était à moi de choisir, j'aurais plutôt choisi ce modèle-là pour faire les prédictions. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite bonne continuation et bonne chance pour vos projets.